Donc, bonjour Denis Chartier, bonjour Denis Gauthier. Donc, on est Bonjour. réunis ici, puisque vous êtes les deux porteurs de ce qu'on appelle la political ecology en France, et je voulais essayer d'expliquer à des étrangers pourquoi en France la political ecology a une place si, disons, marginale. Donc, une première question toute simple. Euh, Pourquoi avoir tenu à utiliser le terme anglais alors que vous écrivez en français? Denis Chartier. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup torturé, je dirais. C'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que, en particulier parce que je suis occupé pendant pas mal de temps d'une revue qui s'appelait Écologie et politique. Euh, mais je me suis assez vite senti un peu obligé d'utiliser le terme politique ecology pour clarifier un petit peu ma posture en fait de chercheur en géographie environnementale. Et ça, à mon avis, c'était lié au fait que en France, quand on parle d'écologie politique, en fait, on pense plutôt à des courants politiques ou à des courants de pensée qui sont portés par des partis, hein, comme je sais pas, les Verts, ou des organisations comme Greenpeace, et on pense rarement en fait à une démarche scientifique. Et, et évidemment, inversement, aux États-Unis ou enfin dans le monde anglophone en particulier, c'est un courant de pensée qui a émergé, qui s'est structuré dans les années 70 dans les universités. Et je pense que, ou dans des départements de géographie, d'anthropo, de logie, de sociologie rurale, etc. Et, euh, et, et donc, en fait, en tant que géographe, quand je travaillais sur ces questions des tensions nature-société, etc., je me suis retrouvé un peu en difficulté parce que quand j'évoquais les objets de mon travail, on me rangeait tout de suite du côté d'un travail militant. Voilà. Et je pense que malgré le fait qu'il y ait une longue tradition de critique économique, sociale et politique sur les questions écologiques en France, avec des auteurs importants comme Gorz, Charbonneau, etc., c'est pas structuré dans le monde académique et ça pose un problème de fond. Donc, l'utilisation de termes political écologie pour moi, même si je m'en défendais un peu, et je m'en défends toujours un peu, mais ça m'a permis en fait vraiment de me sortir en fait d'une ornière et de dire voilà, je m'inscris bien dans un courant de pensée avec des méthodes, avec des pratiques, etc. etc. Deuxième question aux deux Denis. Alors, j'aurais voulu savoir pourquoi à un moment, au sein de votre propre histoire, mais aussi de l'histoire de la recherche en France, vous avez eu besoin de vous revendiquer, justement, comme on l'a dit, de la political ecology. Alors, Denis Gauthier, à vous. Alors, pour ce qui me concerne, de formation agronome et spécialisé en foresterie, j'ai eu la chance, de par mon cursus, de baigner dès le départ dans une approche systémique de l'agronomie. Et assez vite, je me suis rapproché de scientifiques qui travaillaient sur l'interface nature-société, dont faisaient partie un certain nombre de géographes tropicalistes euh, qui m'intéressaient beaucoup. Mais au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin d'intégrer davantage une dimension politique et engagée dans cette recherche qui apportait la connaissance, mais qui n'apportait pas vraiment aux débats sociétaux. Et donc, je me suis intéressé à la politico-écologie en tant que corpus scientifique et j'ai essayé de l'appliquer autant que faire se peut dans mes recherches à partir du moment où j'ai pris la conscience de la nécessité que j'avais d'écrire des textes beaucoup plus engagés sur l'interface nature-société. Donc, c'était à quelle époque, vers quelle époque vous avez eu envie de vous saisir de la political ecology? Dans les années 2000, à partir dès le début des années 2000, en sachant que j'ai commencé à faire de la recherche à partir des années 90, donc c'est à peu près 10 ans de recherche sur l'interface nature-société, en commençant vraiment sur de l'ethnobotanique et progressivement en changeant d'échelle, en m'intéressant au paysage et au rapport entre les humains et les ressources qu'ils utilisent et exploitent. Et peut-être Denis Chartier, vous aussi, vous avez porté la political ecology
Espace académique français, comment ça s'est passé? En fait, pour moi, ça s'est passé que j'ai démarré, en fait, aussi, c'est vraiment les mêmes temporalités que Denis Gauthier. C'est que j'ai démarré dans les années 90 et j'ai fait un travail sur l'action des ONG environnementales, Greenpeace et WWF, et j'étais inscrit, j'étais géographe, hein, et j'avais reçu une formation de géographe. Mais j'ai travaillé avec un directeur de thèse qui était physicien, mais aussi historien de l'environnement, Jean-Paul Deléage, qui était très, justement, qui était directeur de la revue Écologie et Politique à l'époque, très engagé par ailleurs, hein, sur les questions environnementales. Et en fait, ça m'a amené, moi, dans une situation un peu étrange. C'est-à-dire que je travaillais sur des questions d'identifier des réponses à travers la compréhension de ce que faisaient ces acteurs à la crise écologique. Mais dans ma discipline, en fait, très vite, je me suis retrouvé à la fois comme quelqu'un qui ne travaillait pas sur l'action de Greenpeace et WWF, mais travaillait pour Greenpeace et WWF. C'était souvent en fait ce que je comprenais dans les interventions que je pouvais faire dans les colloques. Et donc, à partir du moment où on travaillait sur cet objet-là, on était basculé du côté militant et environnementaliste. Donc, il a fallu que je me positionne aussi, que je bétonne d'une certaine façon, pour parler un peu crûment, sur la dimension aussi scientifique et sur les méthodes, etc. Et c'est vrai que je faisais ma tambouille en France, mais je piochais un petit peu à droite à gauche, à partir de ma discipline, mais dans d'autres aussi disciplines, parce qu'il y a une vraie tradition de travail sur les interfaces nature-société en France. Et en fait, j'ai découvert à la fin des années 90, 2000, parce que c'était complètement invisible, en tout cas, par les études que j'ai fait en France, de la political écologie. Et là, j'ai trouvé en fait une espèce de champ avec des gens qui travaillaient sur ces questions-là, avec une structuration aussi dans le monde académique. Et ça a été pour moi une façon vraiment, ça a été très, très, très utile quoi, pour pouvoir l'amener et surtout m'appuyer là-dessus et m'appuyer sur des pratiques qui étaient assez facilement validées parce qu'elles venaient du monde anglophone et voilà, du centre. Du coup, je pense qu'il y a un rapport aussi un peu de... Voilà, ça permettait de justifier un peu ce travail-là. Et après, moi, j'ai trouvé que c'était important de le pousser, de le porter en France, en fait. Mais mon travail, moi, n'a pas fondamentalement changé. C'est juste que j'ai pu mettre un nom autre que écologie politique, qui était un peu mal reçu sur ce que j'étais en train de faire. Et puis après, il y a eu quand même plein de travaux qui m'ont intéressé, qui m'ont alimenté. Hein, mais je veux dire, la ligne n'a pas vraiment changé. Alors, cher Denis, est-ce que ça veut dire que la political ecology n'existe pas en France? Personne ne travaille sur ces objets? Donc, Denis Gauthier? Alors, incidemment, si, il y a quand même un certain nombre de personnes du monde académique qui ont fait des écrits de politico-écologie sans forcément, du reste, se rattacher à ce courant de pensée. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les fondements de la politico-écologie anglo-saxonne se trouvent des références d'auteurs français, en particulier, je pense à Claude Méliassou et à Emmanuel Terrin, et, et également plus tard dans le courant de la critical political ecology à Foucault, mais que en fait, il se trouve que les Français, dans le monde académique français, en fait, on ne mobilise pas forcément ces auteurs pour fonder une pensée radicale qui pourrait passer pour militante. Denis Chartier, peut-être? Ouais. Moi, je pense que il y a une vraie, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, il y a une tradition de pensée, de critique économique, sociale, politique sur les questions écologiques. En fait, alors, du côté peut-être plus de la philosophie, de la socio, je pense à des gens comme Charbonneau, comme Gorz, etc., qui, à mon avis, ont pu alimenter, mais qui ont produit des écrits complètement à l'extérieur du monde académique pour Gorz, mais qui ont pu maintenant alimenter une certaine pensée et certains travaux. Et puis c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de travaux, en particulier sur la géographie tropicale, par exemple, puisqu'on est tous les deux géographes avec Denis, mais où vraiment il y a
il a cité quelques exemples d'auteurs, mais il y a une tradition en fait de réflexion sur l'interface nature-société qui peut être assez critique, qui parfois en fait est une critique aussi où le politique est très, très présent, et avec des gens qui se revendiquent pas forcément de ce courant, parce que de toute façon, s'en revendiquer en France, c'était pas forcément, c'était plutôt, ça pouvait amener plus des difficultés qu'autre chose, quoi. Voilà. Donc je pense que ça existe, et puis aujourd'hui, très clairement, je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de Foucault. Foucault a alimenté énormément la politique écologie. C'est vrai que c'est un des mentors de la politique écologie, Robbins, qui disait que sa définition entre du pouvoir était liée à Foucault, etc. Dans une discussion en France où il se trouvait un peu, voilà, quand on lui posait cette question-là, il se trouvait un petit peu en difficulté d'expliquer ça aux Français parce que justement, c'était ça. Parce que pour lui, voilà, il n'allait pas expliquer Foucault en France, quoi. Voilà, mais c'est intéressant. Et c'était pas forcément le cas pour certaines personnes. L'utilisation de Foucault n'était pas forcément le cas pour certains géographes, par exemple. Et puis je pense qu'il y a aussi maintenant quand même tout un tas des gens qui sont mobilisés dans le champ de la politique et de l'écologie, tout un tas de nouveaux auteurs, mais qui dialoguent beaucoup plus avec le monde anglophone, comme Latour, comme Stengers, des gens comme ça, et qui sont vraiment, mais qui sont en dialogue avec tout un nouveau champ de la politique et de l'écologie, on pourrait mettre là-dedans, qui est Haraway, Tsing, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là aussi. Voilà. Et pour finir, une dernière question à vous deux, les Denis. Finalement, selon vous, quels seraient les freins principaux qu'on peut identifier et qui freinent l'utilisation de la politico-écologie en France ou dans le monde académique français? Alors, pour ce qui concerne l'adoption de la politico-écologie, un des premiers freins que je vois serait qu'effectivement, la cloison est assez étanche. Même si des vannes ont sauté dernièrement avec le coronavirus et le professeur Raoult. Mais il y a une cloison relativement étanche entre le monde scientifique et le militantisme. Or, en tout politico-écologiste, il y a à la fois un ou une scientifique et un ou une militante. Et le fait qu'il n'y ait pas cette tradition en France de scientifiques militants est pour moi un frein à l'adoption de l'approche politico-écologie en France et à la difficulté qu'elle a à émerger dans les travaux de jeunes chercheurs qui sont souvent contraints par des mandarins à respecter les codes de la discipline et ne pas emprunter des sentiers plus politisés et du coup plus risqué. Merci, Denis Chartier. Ouais, je vais prolonger ce que dit Denis, parce que effectivement, je pense que ce cloisonnement, moi, je l'ai très bien, je l'ai vécu de façon assez intéressante dans un exemple qui était quand je me suis occupé de la revue Écologie et Politique, qui avait été créée en 93 par Jean-Paul Deléage pour alimenter intellectuellement un peu le Parti vert, mais c'était une revue quand même académique. Les premiers articles, je sais pas, de Latour, voilà, plein d'autres ont été publiés sur ces questions environnementales, ont été publiés dans cette revue. Et quand on l'a repris avec quelques-uns, quand on s'en est occupé beaucoup dans les années 2000, on avait par exemple un problème de financement récurrent, c'est-à-dire que quand on allait voir les instances universitaires, on n'était pas encore tout à fait bien insérés, on nous disait que c'était une revue militante. Et puis quand on allait voir les instances on va dire militantes, on nous disait que c'était une revue universitaire. Et en fait, c'est assez intéressant cet exemple de voir un petit peu à quel point dans une revue où on a vraiment fait un effort de production, d'essayer de la ramener vers des méthodes et des productions qui ressemblaient quand même à... Enfin, on a essayé de tenir les deux à l'intérieur de cette revue, avec un édito assez militant, puis après des articles très scientifiques, plus political ecology. On a eu du mal, en fait, à trouver une place, même si on a fini, la revue a fini au Presse de Sciences Po, etc. C'était un vrai combat. Et ça, c'est quelque chose qui marque bien ce qu'a dit juste avant Denis. Et je pense que et pour moi qui fais un travail, une thèse justement, j'étais souvent qualifié de militant, justement, simplement par l'objet que je travaillais, quoi. Donc je pense que c'est en train de changer. Je pense que clairement aussi, on est un certain nombre à avoir posé un peu dans le décor peut-être aussi des outils ou on commence tous à avoir de la barbe blanche quand on a encore la barbe, mais qui permettent peut-être à certains jeunes de pouvoir se référer peut-être à des travaux et en tout cas, c'est un peu pour ça que j'ai fait un certain nombre de choses là-dessus. C'est pas
par plaisir par rapport à la politique et l'écologie, mais c'était vrai que je pense que Denis aussi, mais on avait aussi une volonté de pouvoir créer un contenant pour que des gens puissent faire des travaux qui aient de la puissance un peu et qui puissent être mobilisés pour répondre à la situation contemporaine dans laquelle on est et la crise écologique, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, Denis Chartier, Denis Gauthier. Donc, on est évidemment allé très vite, hein, on a été sûrement superficiel. Donc, je vous propose à ceux qui sont intéressés par cette vidéo. Sûrement, non, on a été superficiel, on peut le dire. Je propose de prolonger ce débat en allant voir vos publications, hein, qu'on va indiquer pour aller un peu plus loin dans la discussion. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci, bon colloque. Merci.